Bonjour à tous. Donc, quelques points techniques en début de rencontre. Bienvenue à l'Institut d'éthique appliquée. Je suis heureuse de voir plusieurs visages connus. Je vois qu'on est en train de se créer une belle communauté de pratique. Quelques points techniques. Comme vous avez vu, la rencontre d'aujourd'hui est enregistrée. Ne vous inquiétez pas quand on va être rendu à la période d'échange à la toute fin. On va mettre un terme à l'enregistrement. En fait, c'est moi qui va couper la vidéo lorsqu'on va voir le produit final. Alors, même si vous voyez encore la petite lumière d'enregistrement, soyez assurés que quand je vais faire l'édition, je vais retirer cette partie-là de la capsule finale qui va être déposée notamment sur la chaîne YouTube de l'Institut. Je tiens à vous dire que je garde un œil sur les entrées et sorties et également sur le chat. Si vous avez des questions qui doivent être adressées selon votre compréhension là, de façon plus immédiate, n'hésitez pas à m'écrire dans le chat et je vais transmettre le tout à notre conférencière. Sinon, la période de questions et réponses et la période de discussion, désolé, va avoir lieu à la toute fin de la conférence. Enfin, simplement pour vous dire que vous avez quand même le contrôle de votre vidéo et de votre son. Je me suis permise d'arrêter votre caméra parce qu'on a un nombre quand même impressionnant de participants à la conférence midi d'aujourd'hui. Mais lorsqu'on va être en période d'échange à la toute fin, vous pourrez reprendre votre micro et reprendre votre caméra lors de vos interventions. Alors, sur ce, je cède la parole à Lise Langlois, directrice de l'Institut d'éthique appliquée. Merci beaucoup, Jennifer. Bienvenue, Maud de la Liberté. Alors, au nom de l'Institut d'éthique appliquée, je vous souhaite la bienvenue. Depuis le début de la session, nous sommes passés des midi-conférences en présence au mode virtuel via la plateforme Zoom et on a vu une augmentation quand même assez importante de nos inscriptions. Donc, je vous remercie à tous d'être présents et présentes à nos conférences midi, qui est quand même un événement un événement stimulant, puis du moins, on voit que ça rejoint de plus en plus d'intérêt de plusieurs parties prenantes. Sachez aussi que nos conférences midi sont déposées, comme disait Jennifer, sur la chaîne YouTube, donc vous pouvez avoir accès. On a la chaîne YouTube IDEA. C'est aussi beaucoup regardé, donc on vous encourage aussi à aller voir d'autres conférences qui ont eu lieu aussi depuis septembre. La conférence de ce midi est organisée par Andrew Freeman. Andrew est responsable de l'axe éthique et santé. Nous avons 106 inscrits. Je sais qu'il y a une vingtaine de personnes en ce moment qui apparaissent. On a 106 inscrits à la conférence de Maud de la Liberté. Donc, merci. Ça témoigne, ces inscriptions-là, du moins l'intérêt et le flair que je dois souligner d'Andrew d'organiser différentes activités qui enrichissent les conversations au sein de son axe ou via son chantier. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Andrew, pour toutes les belles initiatives que tu mets en place à l'Institut d'éthique appliquée. Donc, sur ça, je te cède la parole pour que tu puisses bien nous présenter la conférencière d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Lise, et bienvenue à tout le monde. Nous sommes extrêmement contents d'avoir le nombre de personnes qui sont inscrites pour cette conférence importante. Ça me donne beaucoup de plaisir de souhaiter la bienvenue à notre conférencière aujourd'hui, Madame Maud de la Liberté. Je vais présenter brièvement pour ne pas couper trop dans son parole, mais sachez qu'elle a fait des travaux très importants. Donc, brièvement, Madame de Liberté est commissaire aux plaintes et à la qualité des services au CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal. Elle détient un doctorat en sciences biomédicales, option bioéthique de l'Université de Montréal. Et ses travaux portaient sur les facteurs influençant la distribution et l'accès aux services de physiothérapie. Madame de Liberté est une physiothérapeute par formation, mais maintenant, elle se trouve dans un autre rôle et nous sommes très chanceux de l'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, c'est à vous, Maud. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de venir partager un petit peu avec vous d'abord sur ce que c'est le régime d'examen des plaintes. C'est un régime qui est pas très connu, je dirais, pour la plupart des gens. Fait que ça me fait plaisir de pouvoir venir vous en parler un peu. Et puis, l'angle que j'ai choisi, c'est de vous parler de la période de pandémie, surtout la première vague,
de cette crise sanitaire-là, parce que je trouvais que c'était un angle intéressant pour discuter à la fois de la pandémie, mais aussi des adaptations qui ont été requises par le CIUS et puis aussi par nous au niveau du commissariat aux plaintes. Donc, voilà. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les inscrire dans le chat. Je vais être flexible s'il y a des moments où on doit arrêter pour clarifier certains aspects. Je sais que le portrait des participants est assez varié. Fait que s'il y a des choses qui ne sont pas claires, ça va me faire plaisir de clarifier pour vous. La présentation va être en 2 grandes parties. La première partie, ça va être de situer un petit peu le régime d'examen des plaintes, de situer le CIUS centre-ouest de l'île de Montréal, parce que c'est important déjà, je veux mentionner, je ne veux pas vous parler de l'ensemble des commissariats aux plaintes du Québec, mais du mien. Chacun a vécu une expérience qui est quand même singulière selon son milieu, selon le niveau de pandémie pendant la première vague, selon sa structure organisationnelle. Fait que loin de moi l'idée de dire que je parle au nom de l'ensemble de mes collègues, je viens vous parler de notre expérience au CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal. La deuxième partie, ça va être de parler de l'impact de la pandémie sur le régime d'examen des plaintes, quels ajustements administratifs on a dû faire, quel type de plainte on a reçu, c'était quoi les motifs d'insatisfaction de la clientèle. Puis évidemment, découle de ça plusieurs enjeux éthiques. Vous allez voir, les enjeux éthiques teintent pas mal toute ma présentation. Fait que pour les éthiciens, les bioéthiciens participants, vous pourrez pouvoir voir les enjeux découlant tout au long de la présentation, mais à la fin, il y a aussi une partie sur les enjeux éthiques de façon peut-être un petit peu plus spécifique. Alors, si on regarde le contexte, qui est le CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal? C'est un des 5 CIUS montréalais qui a été créé par la loi 10 en avril 2015, qui représente 20 de la population montréalaise. C'est une population dont 40 sont issus de l'immigration, 20 sous le seuil du faible revenu. C'est un CIUS assez petit au niveau territorial, mais assez concentré en termes de population puis en termes de nombre de structures de soins. On a au moins 30 centres de soins, dont 5 CLSC, 4 centres de réadaptation, 7 CHSLD, 29 RPA, 6 ARI, 10 RTF. Il y a beaucoup de monde, mais dont l'hôpital général juif. Puis je mentionne ça avec plus d'insistance parce que c'est le premier centre COVID-19 adulte qui a été désigné par le ministère. C'est sûr que ça vient teinter notre expérience. Maintenant, si je vous explique brièvement ce que c'est le régime d'examen des plaintes, c'est un régime qui est en place depuis une trentaine d'années dans tous les établissements publics. Des commissaires aux plaintes et des médecins examinateurs sont légalement requis. Ça me permet déjà d'amener une petite nuance quand les usagers viennent vers nous avec des plaintes. Les plaintes qu'on appelle non médicales sont traitées par le commissaire aux plaintes et son équipe, alors que les plaintes médicales, tout ce qui relève médecin, pharmacien, dentiste, résident, c'est transféré au médecin examinateur, puis c'est le médecin examinateur qui est en charge de l'examen puis du processus de plainte. Les commissaires et les médecins examinateurs relèvent du CA. Quel est notre mandat? Bien, évidemment, vous ne serez pas surpris, le traitement des plaintes. Notre rôle, c'est d'accueillir les plaintes, de faire l'examen des plaintes, également de faire des recommandations quand on juge qu'il y a des mesures d'amélioration à apporter. Tout ça, selon la loi, se fait dans un délai légal de 45 jours. L'autre rôle qui est moins connu, mais qui nous prend, je dirais, la majorité de notre temps, c'est les assistances. Les assistances, c'est de pouvoir aider les usagers à naviguer le système de soins. C'est un système complexe, de plus en plus complexe. Donc, on est des navigateurs et des facilitateurs dans ce système-là. On accompagne les usagers dans les démarches de plainte, on les informe sur leurs droits, on les aide à obtenir certains soins et services s'ils se sont un petit peu perdus en chemin, là, les gens qui tombent dans les cracks du système. On aide à résoudre des conflits.
des insatisfactions. Fait qu'on vient faire beaucoup de médiation aussi dans des situations problématiques. Tout ce qu'on fait a toujours 2 objectifs: s'assurer du respect du droit des usagers, contribuer à la qualité des soins et des services. La philosophie en arrière du régime d'examen des plaintes, c'est un outil d'amélioration collaboratif. Les commissariats aux plaintes, ils font des examens, ils ne font pas des enquêtes. Notre but, c'est jamais de trouver le coupable, le fautif. On n'offre pas d'indemnité à un usager, un plaignant qui souhaiterait avoir une compensation financière, monétaire. Ce n'est pas notre rôle. On n'est pas un processus disciplinaire, on n'est pas un processus punitif. Notre but dans les examens, c'est vraiment de mieux comprendre ce qui s'est passé, d'essayer d'identifier des zones d'amélioration possibles dans le système pour pouvoir faire des recommandations à l'établissement pour vraiment viser cette zone d'amélioration possible-là. Ce qu'on a en tête, qu'est-ce qui aurait dû être fait ou qui aurait pu être fait, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que la situation ne se reproduise. Fait que ça, c'est vraiment le mandat puis la philosophie du régime d'examen des plaintes. Je vous donne des exemples très brefs, là, en grande ligne, là, on ne va pas dans les détails. Les plaintes sur la communication. De quelle façon l'information va avoir été partagée? Est-ce qu'il va y avoir eu des enjeux de relations interpersonnelles? Est-ce que les bons mots vont avoir été utilisés? C'est quoi les perceptions de l'usager par rapport à l'information transmise? Mais aussi, est-ce qu'il y a eu des bris de confidentialité? Est-ce que la bonne information a été transmise entre une équipe de soins et une autre ou entre un établissement et un autre pour assurer la continuité des soins? Ça peut faire partie des plaintes quand même fréquentes qui vont venir dans nos bureaux. Les enjeux d'accès, les délais pour prendre des rendez-vous dans les cliniques externes, les listes d'attente en réadaptation, les délais pour répondre aux cloches d'appel pour les patients hospitalisés. Ça, c'est des enjeux aussi récurrents dans le commissariat aux plaintes. Il y a l'aspect financier, les frais de chambre, les gens qui vont venir contester des factures, la facturation pour les usagers qui n'ont pas de carte d'assurance maladie. Fait que ça, c'est pour vraiment vous donner une vue d'ensemble de ce qu'est le régime. Est-ce qu'il y a des points à éclaircir sur le mandat, notre rôle, avant que je continue? Là, évidemment, je ne vous vois pas tous parce que j'ai mon PowerPoint, mais si Jennifer, il y a quelque chose... Oui, je garde un œil sur les mains levées, mais dans le chat, jusqu'à date, ça a l'air beau? tout est clair. Parfait. Alors, je continue. Maintenant, je vais vous parler vraiment de l'impact de la pandémie sur le régime d'examen des plaintes. Je sais que c'est des dates connues, mais je trouvais important qu'on se rappelle. Le 7 février, l'hôpital général juif a été désigné comme centre COVID. Nous, le 8 février, on a commencé une réflexion dans notre bureau. Puis là, on se rappelle, à l'époque, on ne savait pas trop ce qui s'en venait. Nous, on s'est dit, bon, ben, peu importe ce qui s'en vient, que ça soit petit ou gros, on va être au cœur de la tempête, on s'y prépare. Donc, dès le 8 février, on a lancé notre processus de réflexion. Le 27 février, un premier cas a été diagnostiqué au Québec. Il a été diagnostiqué à l'hôpital général juif. Et nous, on avait remis notre rapport avec nos procédures et notre réflexion le 27 février, juste avant le diagnostic du cas. Fait que c'est pour vous dire comment les choses se sont mises en branle rapidement. 21 mai, c'est le point culminant de la première vague. C'était quoi la situation dans notre CIUS? 146 hospitalisations à la COVID à l'hôpital et 208 cas dans nos CHSLD. Il faut se rappeler, Montréal a été la ville canadienne la plus touchée. Et puis, évidemment, dans ces milieux, d'aînés, fait que les milieux de vie pour aînés, CHSLD, RPA, c'est les milieux qui ont été affectés de façon très prédominante. Ça a été quoi la réponse organisationnelle à la pandémie? Des changements rapides, fréquents, drastiques, quotidiens dans l'organisation des soins. Je vous ai mis une ligne du temps, elle est en anglais. Ce n'est pas important le contenu. Ce qui est important de voir, c'est la fréquence très rapide
des décrets, des changements de politique, des modifications dans la façon d'offrir des soins dans nos CIUS. Ça me permet de faire une parenthèse. Je ne sais pas si les gens sont tous liés au réseau ou ont eu connaissance de ce qui s'est passé dans le réseau. Je n'ai pas l'impression que les médias ont fait un reflet approprié du travail colossal et de l'agilité phénoménale qui a dû être déployée dans les milieux de soins par le personnel, par les professionnels, par les gestionnaire pour être capable de s'adapter à cette crise-là qui a été d'une ampleur inégalée, puis dans un contexte très incertain. Puis c'est difficile maintenant de juger de ce qui a été fait à la première vague. On a beaucoup plus de connaissances. Il y a eu beaucoup d'évolution quand même sur les connaissances par rapport à la COVID. On naviguait dans le noir, dans le brouillard. Puis cette ligne du temps-là montre un petit peu le chaos, l'ajustement, les changements rapides. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que tous ces changements-là ne peuvent pas être sans impact pour l'expérience des patients. La COVID, c'est un virus relationnel dans le sens où il se transmet d'humain à humain. Et dans les soins que l'on offre, la part de l'humain puis du relationnel est vraiment importante et prédominante. Des mesures qui nous distancient des autres et qui mettent des barrières physiques entre nous et les autres ne peut pas être sans impact sur l'expérience des usagers. Maintenant, nous, au niveau très administratif, je vous ai dit au départ, on a lancé un processus de réflexion dès qu'on a su que l'hôpital général juif était un centre désigné. Bien, on s'est dit, d'abord, le régime des plaintes ne semble pas être suspendu. Ça aurait pu être une option, mais le ministère n'a pas opté pour cette option. On l'en remercie, mais ça aurait été une option. Comme le régime n'est pas suspendu, nous, on doit continuer de respecter la loi, puis on doit continuer de respecter le règlement sur la procédure d'examen des plaintes. En plus, on a certaines valeurs fortes dans notre commissariat qu'on veut continuer d'honorer, l'accessibilité, l'équité puis l'impartialité. Ceci étant dit, devant le contexte, devant la crise sanitaire, les principes habituels, les principes éthiques qui viennent guider les soins dans une approche biomédicale, curative, individuelle, standard, ne s'appliquent plus de la même façon. Ils viennent être pondérés par d'autres principes, des principes éthiques de santé publique qui visent à prévenir la propagation du virus pour l'ensemble de la communauté. Fait que ces nouvelles considérations, ces nouvelles valeurs et ces nouveaux principes devaient venir teinter à la fois nos pratiques administratives, mais aussi le genre de réponse qu'on allait donner aux usagers. Habituellement, on a une approche qui est assez individuelle. On évalue la plainte d'une façon micro. Puis là, on était dans l'obligation de prendre un pas de recul avec un contexte, une crise sanitaire et une obligation envers le bien commun pour s'assurer du bien pour l'ensemble de la communauté. Fait que ça, c'était un changement dans nos principes directeurs. Notre premier ajustement administratif, ça a été le télétravail. Nous, le télétravail, on l'a mis en branle à partir du premier patient COVID à l'hôpital général juif parce que nos bureaux sont situés à l'hôpital général juif. Dans cette réflexion-là, puis évidemment, maintenant, c'est la norme, le télétravail, mais à l'époque, ce ne l'était pas du tout. On s'est dit, il y a une nécessité de limiter la propagation du virus par des contacts directs non nécessaires. Nous, on s'est questionné, est-ce que notre présence est nécessaire? Bien sûr que non. Les usagers n'ont pas besoin de soins directs par nous et l'accessibilité au régime de plainte, qui est une valeur forte, doit être obtenue d'une autre façon que par un contact direct. Habituellement, les gens venaient cogner à notre porte, venaient déposer leur plainte, venaient nous parler en personne. Donc, on a éliminé la présence physique des employés au bureau.
pour éviter de propager une infection, mais aussi pour un aspect très pragmatique. Si on veut maintenir l'accessibilité au régime de plainte, nous sommes 6 dans notre bureau. Si on a 2 employés malades ou 3 employés malades, drastiquement, on vient réduire l'accessibilité au régime de plainte dans notre CIUS. Il y avait cet aspect très pragmatique. Il ne faut pas que nos employés tombent malades. Il faut les mettre à un endroit sécuritaire, c'est-à-dire leur maison. Par contre, on a dû compenser en gardant une accessibilité avec la clientèle par courriel, par téléphone, par fax. On a fait changer notre fax. Avant, c'était un fax standard et là, c'est un e-fax. Donc, on reçoit les fax par courriel. Et parce que oui, il y a quand même un nombre significatif d'usagers qui nous contactent encore par fax. Fait que c'est important de pouvoir rester accessible pour ces usagers-là. Puis, ce qu'on s'est assuré, c'est d'avoir une vitesse de réponse très, très rapide. Les gens nous contactaient par courriel. Ils avaient une réponse dans les 24 heures, souvent dans les 2-3 heures. Fait qu'on était très, très, très rapide dans nos réponses aux usagers pour les rassurer puis leur dire qu'on prenait en charge la situation très rapidement. L'autre élément qu'on a dû ajuster, c'est nos pratiques de gestion et de collaboration avec le CIUS. Notre pratique usuelle quand on reçoit une plainte, c'est de contacter les gestionnaires pour comprendre bien la situation, bonifier notre examen de la situation. Les gestionnaires étaient absolument submergés par les tâches COVID. J'ai mis l'image d'un petit bateau dans une tempête. Moi, c'est ce que j'avais en tête au quotidien. C'est que les gestionnaires et les professionnels travaillaient d'arrache-pied pour garder le bateau à flot puis continuer à avancer avec ce bateau-là malgré la tempête. Ce qu'on ne voulait pas, c'est être un remous de plus pour le bateau. On voulait essayer d'aider à contribuer à l'avancement puis au bon état de ce bateau. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est au lieu de faire une rétroaction plainte par plainte, on a fait une rétroaction hebdomadaire. Fait qu'on compilait les plaintes, puis une fois par semaine, on envoyait l'ensemble des plaintes reçues dans la semaine au comité pandémie qui avait été formé dans notre CIUS et aux gestionnaires cliniques responsables. Ça nous permettait déjà de voir des tendances, voir s'il y avait des zones qui nécessitaient peut-être un ajustement organisationnel. Fait que ça a été une rétroaction qui a été utile et bien reçue, puis qui a permis de contribuer de façon signifiante à l'amélioration des soins qui ont été donnés dans le CIUS. Après, il y a eu notre mandat. Il a fallu actualiser notre mandat et notre raison d'être. Ça a été une posture difficile pour nous. La première question qu'on se demandait, c'est mais comment faire des recommandations qui puissent être pertinentes au CIUS alors que c'est un contexte de crise, que les normes de pratique se construisent avec le temps, qu'il y a une imposition de politique changeante par d'autres instances hors juridiction d'une façon fréquente et constante. Fait que, qui sommes-nous pour dire qu'il y a des zones d'amélioration possibles au CIUS alors que c'est la crise? Et de l'autre côté, comment faire pour reconnaître de façon appropriée et adéquate la détresse des usagers? Parce que ce qu'ils vivent, c'est réel. Il y a des réelles lacunes au niveau de la qualité des soins. Il y a des tensions dans leurs droits individuels versus les droits collectifs. Si on pense aux restrictions des droits de visite, bien, clairement, ça a eu un impact majeur pour les usagers, pour leurs familles. Donc, on était dans cette tension-là. Puis c'est sûr que de façon usuelle, notre analyse, c'est d'abord de faire une analyse de la situation clinique. Puis ensuite, on vient pondérer cette analyse-là avec le contexte. On se dit, bon, bien, c'est quoi le contexte? C'est quoi les ressources? Est-ce qu'il y a quelque chose qui viendrait moduler mon analyse de la situation individuelle? Ici, le contexte devenait disproportionné par rapport à la situation individuelle. Puis nous, on devait se redéfinir pour voir notre rôle, elle est où, notre équilibre est où, comment être pertinent
à la fois pour les usagers et pour le CIUS. Alors, ce que nous, on s'est donné comme mandat, c'était en 2 pans, de faire une reddition de compte au CIUS, d'être un reflet, une boucle externe de qualité, être capable de faire un reflet pertinent et signifiant au CIUS et d'être là pour guider, informer les usagers et les familles dans cette période de crise. Comment on a fait notre reddition de compte? Bien, comme je vous ai dit, on s'est assuré de faire des rapports hebdomadaires aux instances décisionnelles pour qu'eux puissent voir l'impact des mesures qui ont été mises en place, parce que ces mesures-là ne sont pas sans impact et puis qu'ils puissent ajuster, si c'est nécessaire, ces mesures-là pour améliorer l'expérience des patients et la qualité des soins. Pour être capable de faire ça, on a dû ajuster notre système statistique ministériel, parce qu'on a un système ministériel, je ne vous cacherai pas, qui est un brin archaïque et évidemment qui n'avait pas prévu une pandémie internationale. Fait qu'on n'avait pas de façon de coder ça de façon facile. Fait qu'on s'est entendu sur un système de codification pour nous permettre d'extraire rapidement les plaintes qu'on appelait nos plaintes COVID, puis être capable de faire un portrait à l'ensemble des directions cliniques, dans l'ensemble des établissements, de ce qui se passait du point de vue de l'usager dans leur réseau. Ce qu'on a fait aussi, c'est beaucoup plus de rapports d'intervention. Un rapport d'intervention, c'est un petit peu comme une méta-analyse où on a pu analyser des tendances, des thèmes récurrents, des choses qu'on voyait qui se dégageaient. Fait que c'était vraiment de prendre un pas de recul puis d'être capable d'aider les gestionnaires à voir la forêt au lieu de l'arbre. Puis on a fait des analyses thématiques sur différents enjeux qu'on jugeait préoccupants pour les droits des usagers. De l'autre côté, on souhaitait rester présent, actif, diligent pour les familles puis pour les usagers. Comment? Bien, en restant une courroie de transmission des nouvelles politiques, en essayant d'expliquer quelles étaient les meilleures pratiques pour contenir l'épidémie, en contextualisant ce qu'ils vivaient à la situation plus globale. Puis c'est sûr, en refaisant le reflet de leur situation au CIUS d'une façon structurée et diligente pour être capable d'améliorer la qualité des services. Je vais vous donner quelques statistiques rapides des plaintes pendant la première vague, puis ensuite, on va décortiquer les motifs d'insatisfaction des usagers. Ce qu'on a vécu pendant la première vague du 27 février au 10 juin, une augmentation de 40 % de nos activités par rapport à la même période l'année précédente, ce qui est énorme. Si je compare à mes collègues sur l'île de Montréal, en moyenne, l'augmentation a été de 11 %. Donc, on a eu une augmentation très, très forte, malgré la suspension de plusieurs activités cliniques. Il faut se rappeler, pendant la première vague, beaucoup d'activités cliniques ont été mises sur pause. Le personnel a été délesté vers d'autres secteurs d'activité. La majorité des activités cliniques n'avaient pas lieu et malgré ça, nous, on a vécu une très, très forte hausse. Il faut se rappeler, on était au cœur de la tempête dès jour 1. Une grande proportion des patients COVID ont été envoyés à l'hôpital général juif. C'est sûr que c'est venu teinter notre expérience. Maintenant, si je peux vous parler d'un point de vue très macro de l'expérience des patients, nous, ce qu'on a observé, c'est des réactions extrêmement polarisées. Chaque fois qu'on a vu un changement de politique pour faire face à la crise sanitaire, que ça soit suite à un décret ministériel ou surtout un point de presse, je dirais les points de presse de Dr Arruda étaient générateurs de beaucoup d'appels dans nos bureaux. Les réactions étaient immédiates, mais opposées. On avait des usagers qui dénonçaient toute l'insuffisance des mesures, le manque de diligence du CIUS, la désorganisation dans l'application. Fait que dès qu'il y avait un manque d'adéquation entre ce qui était dit au point de presse et ce qui était mis en place au CIUS, ça, c'était dénoncé et décrié.
De l'autre côté, on avait des gens qui dénonçaient le caractère excessif des mesures mises en place parce que les mesures venaient brimer les droits individuels à la fois des usagers ou de leurs proches. Je vais vous parler de différentes insatisfactions par thème. On les a regroupées par thème. Les premières insatisfactions qui nous sont arrivées, c'est en lien avec l'organisation du milieu. Qu'est-ce que les gens nous rapportaient? La peur d'être contaminés. Ils observaient, par exemple, que les mesures de protection par les employés n'étaient pas appliquées de façon diligente, qu'il y avait un manque de respect dans la distanciation physique, décriaient les chambres partagées, les salles de bain partagées, les salles d'attente des cliniques externes où les chaises étaient collées ou n'étaient pas désinfectées. Bon, fait qu'il y a eu beaucoup de ce style d'insatisfaction. On a observé aussi une augmentation du nombre de pertes et de vols d'objets personnels pour plein de raisons. La première raison qui est facile à identifier, les proches aidants n'étaient pas là. Quand les proches aidants ne sont pas là, de dire que ces proches aidants-là ne font rien était évidemment une erreur. Entre autres, les proches aidants s'assuraient que les biens de la personne suivaient la personne, s'assuraient de consigner ces biens-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les patients étaient déplacés plus souvent. Fait que, oups, test COVID positif, envoyé dans l'unité chaude. Puis là, ensuite, retour à l'unité... Bon, ces changements d'unité fréquents-là, bien, engendrent plus de risques de perte d'objets aussi. Fait que nous, on a vu quand même une recrudescence assez importante au niveau des pertes d'objets personnels. Sinon, c'était de l'insatisfaction par rapport aux mesures découlant des directives ministérielles. Le confinement, le transfert des usagers, l'interdiction de visite. Évidemment, comme je vous ai dit, chaque fois qu'il y avait une dissonance entre les points de presse et puis ce qui se passait dans les CIUS, les gens étaient confus, étaient inquiets. Ça générait beaucoup, beaucoup d'anxiété. L'autre élément qui revenait souvent, c'est les droits des usagers, surtout le droit à l'information. Il y avait des lacunes sur les informations transmises et reçues, soit au niveau très micro sur l'état de santé d'un proche ou de façon plus micro sur les différentes directives et politiques de l'établissement. Juste le où je dois me faire tester. Faut-tu que j'aille sur telle entrée, telle autre entrée? Bon, fait qu'il y a eu de la confusion dans les informations transmises. Il y a eu aussi l'interdiction de visite qui a généré beaucoup d'insatisfaction dans les CHSLD, les RPA, à l'hôpital, mais nous, il y a eu spécifiquement en obstétrique. J'imagine que vous avez entendu parler de ça dans les médias. Pendant une courte période, heureusement, les partenaires ont été bannis des salles d'accouchement et puis de la période postpartum à l'hôpital général juif à cause du grand nombre d'usagers avec contamination communautaire. Fait qu'on était dans un secteur très rouge. Ce n'était pas une terminologie de la première vague, là, mais je vais l'utiliser. C'était un arrondissement très rouge avec une communauté desservie qui avait un haut taux de transmission communautaire et évidemment avec certains partenaires qui préféraient mettre leurs intérêts individuels de l'avant et qui mentaient sur leurs symptômes COVID pour pouvoir assister à l'accouchement de leur conjointe, créant évidemment des inquiétudes pour la sécurité du personnel, des autres femmes, des bébés. Donc, ils ont fait le choix, à contre-cœur, mais qui ont fait le choix tout de même de bannir les partenaires en obstétrique. Fait que ça aussi, pour nous, ça a été générateur de beaucoup de volume d'insatisfaction. Au niveau des soins et services, qu'est-ce qu'on a reçu? Bien, des insatisfactions par rapport au manque d'accessibilité, des annulations ou des reports de services de chirurgie, de rendez-vous en clinique externe, mais c'était surtout que ces annulations-là ne venaient pas avec la suite prévisible. On ne transmettait pas aux usagers, par exemple, bon, bien, on vous rappelle
post-première vague pour vous donner un rendez-vous ou vous allez voir à tel endroit, vous allez pouvoir appeler. Il n'y avait pas d'informations sur la suite. Fait qu'évidemment, les gens étaient anxieux de ça. Il y a eu aussi la décision d'isoler les résidents de leurs proches aidants qui a créé des enjeux au niveau de l'accessibilité. Au niveau de la qualité des soins, il y a eu des allégations de détérioration de l'état de santé de certains résidents ou de négligence pendant les soins. L'élément commun, ce n'est pas le seul, mais il est très prédominant, c'est les enjeux de communication. Si on interdit les visites, bien évidemment, les proches aidants sont inquiets de l'état de santé de leurs proches, puis ils ont eu de la difficulté à établir des modes de communication stables, réguliers et signifiants. Il faut comprendre, initialement, dans les CHSLD, quand tout allait très, très mal, puis qu'il y avait un haut taux de contamination, les infirmières, celles qui restaient, n'avaient pas le temps d'appeler les familles. Elles étaient juste dans les soins de base aux usagers. Fait que c'est sûr qu'il y a eu des bris de communication avec les familles, des familles qui étaient auparavant présentes, puis que là, se ramassaient sans nouvelles de leurs proches, sans pouvoir visiter, avec des inquiétudes très légitimes. Il y a eu des lacunes au niveau des suivis, des usagers qui n'arrivaient pas à avoir des réponses à leurs questions, qui n'étaient pas capables de rejoindre les départements par téléphone, qui ne trouvaient pas l'information sur le site web. Ah, là, vous venez de perdre ma présentation. Là, vous l'avez? C'est bon? Parfait. Il y a eu des politiques changeantes, des politiques, on les appelait des politiques très fluides, sujettes à changement sans préavis. Évidemment, des changements rapides comme ça crée et ça génère de l'anxiété chez tout le monde, chez les usagers, chez leurs proches, mais aussi chez le personnel qui ne sait plus c'est quoi les lignes directrices, qui ne sait plus comment orienter les usagers. Au niveau de l'information, il y a eu de la mauvaise information de données, de l'information erronée donnée à des usagers ou à leur famille parce que le personnel ne savait plus. Et parfois parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Fait qu'on a eu ce mélange qui a créé clairement des enjeux de communication importants. Qu'est-ce qu'on a proposé comme avenue d'amélioration de façon un petit peu plus macro au CIUS? Bien, la révision de certaines politiques, entre autres la politique d'objets perdus en incluant des mesures de prévention, d'établir des normes de soins minimales en CHSLD avec des mécanismes d'alerte quand ces normes de soins minimales ne peuvent plus être répondues pour s'assurer qu'on est au courant quand il y a un CHSLD ou une RPA qui ne va pas bien pour qu'ils puissent avoir une forme de délestage puis du personnel qui est dépêché en renfort un petit peu là. On a proposé aussi une évaluation des risques associés aux mesures de lutte à la pandémie pour être capable de mettre en place des alternatives pour minimiser ces impacts-là sur la clientèle. On a proposé une réflexion sur l'organisation spatiale, les salles de bain partagées, les chambres doubles. Fait qu'il y a un continuum architectural quand même à réfléchir dans une lutte à la pandémie là. Il y a eu aussi des recommandations pour une meilleure concertation des acteurs CIUS et partenaires privés. Parce qu'il faut bien comprendre, les RPA puis les CHSLD privés ou les CHSLD privés conventionnés ne sont pas partie des CIUS. Malgré ça, les CIUS ont une responsabilité populationnelle. Cette responsabilité populationnelle-là s'est définie aussi au cours de la pandémie. C'est un équilibre difficile entre un partenaire public et privé. Puis je pense que les rôles devaient être clarifiés puis nécessiteraient encore d'être clarifiés. On a également proposé d'améliorer les stratégies de communication à tout niveau, micro, méso, macro. Par exemple, un plan de communication structuré, quotidien, avec les familles et les usagers pour mieux les informer des changements est nécessaire. Au niveau micro, qui est la personne ressource? À qui je dois parler? Quand est-ce que je vais lui parler pour avoir une personne
contact pour avoir des nouvelles signifiantes de l'état d'un proche. Au niveau macro, un plan de communication pour être capable de donner de l'information diligente sur les politiques, mais leur rationnel aussi. On a proposé aussi dans un rapport de faire une revue des stratégies pour permettre d'améliorer l'expérience de l'usager, l'expérience patient. Par exemple, utiliser des masques transparents pour faciliter la lecture labiale, inscrire le nom sur les mesures de protection ou une photo. Parce que là, quand les usagers voient un professionnel arriver, il faut bien se rendre compte, là, c'est une jaquette jaune, un masque jusqu'ici, une visière avec des gants. En termes de chaleur humaine, c'est plus limité. Fait que déjà, s'il y a le nom avec une photo, ben c'est possible de créer plus facilement un lien de confiance puis de rassurer les usagers. Donc, c'est de ce type de suggestions-là qu'on a fait au CIUS en lien avec les insatisfactions des usagers. Puis, si je glisse tranquillement vers les enjeux éthiques, on en a parlé déjà tout au long de la présentation, mais c'est important de comprendre l'impact des mesures préventives, même si elles sont justifiées. Les CIUS ont, dans la grande majorité des cas, réussi à maintenir des soins de qualité au niveau technique. Les soins étaient efficaces et sécuritaires. Ce qui a été plus difficile, c'est l'aspect expérience de soins et l'aspect relationnel. Si je donne un exemple, mais il y en a plein d'autres exemples, mais si on prend l'exemple de l'accouchement à l'hôpital général juif, bien, les femmes enceintes, les nouveau-nés ont reçu les soins appropriés, efficaces, sécuritaires, de bonne qualité. Mais le fait que les partenaires n'étaient pas là a eu un impact disproportionné sur leur expérience de soins, puis est venu influencer leur histoire de vie. Et puis, tu sais, c'est un événement très singulier dans la vie, un accouchement. C'est venu affecter leur histoire personnelle d'une façon très prédominante. Puis ça, c'est un exemple, mais comme je vous dis, tous les enjeux que je vous ai soulevés reviennent un petit peu à cette situation-là, puis ça nous amène des enjeux éthiques. Qu'est-ce qui arrive quand la crise devient la nouvelle norme? Les gens sont capables de reconnaître la nécessité d'avoir des mesures de santé publique plus interventionnistes pendant une période de crise. Quand cette crise-là s'étend, si on était dans un sprint, on est dans un marathon sur 6 mois, 1 an, 2 ans. Est-ce qu'on est capable de l'intégrer comme une nouvelle norme? Est-ce que les atteintes aux droits individuels peuvent devenir la nouvelle norme? Puis, est-ce qu'il n'y a pas d'autres valeurs comme la non-malfaisance, la prudence, l'utilité qui viennent nous imposer des limites à l'ampleur de l'interventionnisme? Nous, là, je vous rappelle, dans le mandat du commissariat aux plaintes, on ne crée pas la norme de soins. Les normes de pratique appartiennent à l'établissement, ce n'est pas notre rôle du tout. Nous, on est là pour s'assurer que les normes de pratique ont été bien appliquées en fonction du contexte. Nous, dans mon équipe, ce qu'on essaye de faire, c'est une réévaluation itérative des mesures de contrôle des infections pour s'assurer que les mesures minimales sont mises en place pour assurer le maximum de bienfaits. Puis là, je vous suis étape par étape dans notre raisonnement. On se demande, puis on demande aux gestionnaires, parce que les réponses proviennent des gestionnaires, ce n'est pas nous qui les faisons. Est-ce que la mesure qui est en place est toujours nécessaire à la lumière des derniers développements scientifiques et sociaux relatifs à la pandémie? Si oui, en fait, si on dit non, on va y aller avec le non. Bon, mais si c'est non, on arrête la mesure. Ça, c'est simple. Si oui, est-ce que cette mesure-là pourrait être remplacée par une mesure qui est moins contraignante? Si c'est oui, on remplace. Si c'est non, est-ce que ce fardeau-là ou cet impact-là pour l'usager pourrait être allégé d'une certaine façon? Oui, on applique les stratégies. Non. Comment s'assurer de communiquer avec les usagers de la meilleure manière pour favoriser leur compréhension, leur accord et leur conformité? Fait que ça, c'est ce qu'on garde en tête. Si je vous donne l'exemple des partenaires en obstétrique,
même structure. Le respect de la distanciation physique s'est-il amélioré dans la communauté? Parce qu'on évolue comme société avec ces mesures-là, on a changé nos styles de vie, nos normes de vie. Est-ce que ça s'est assez amélioré pour que les partenaires soient plus susceptibles de se conformer aux directives? Si oui, il faut tenter une réintroduction des partenaires. C'est ce qui a été fait après une courte période dans notre hôpital. Donc, ça, c'est la boucle pour l'histoire de cas. Mais si on continue notre raisonnement, non. Est-ce que l'interdiction des partenaires pourrait être remplacée par d'autres mesures, comme s'assurer d'offrir des chambres privées ou offrir plus de surveillance sur l'unité? Oui, parfait, on va offrir plus de chambres privées, plus de mesures de surveillance. Sinon, est-ce qu'il y aurait d'autres mesures pour faciliter une présence peut-être virtuelle des conjoints à l'accouchement? Par exemple, en installant des caméras. Si c'est oui, bon, bien, installons les caméras. Si c'est non, bien, comment on s'assure d'un plan de communication pour que les usagers et leurs partenaires comprennent le mieux possible pour favoriser leur conformité à la nouvelle directive? Fait que c'est un peu le raisonnement qu'on a quand on reçoit des plaintes qui concernent les mesures sanitaires qui ont été mises en place. J'ai été rapidement, j'espère avoir pu vous informer un peu sur ce que ça fait un commissaire aux plaintes, notre mandat, sur la situation vécue pendant la première vague. Puis, j'avais envie qu'on puisse prendre plus de temps pour échanger, pour discuter de cette situation-là puis de ce contexte-là.